Musique allemande, œuvre musicale de 1933 à 1945, ainsi que connaisseur de la musique, vie musicale au temps de la République démocratique allemande. Il a publié une trentaine de livres. Installé à Berlin, il est notamment invité pour des conférences et des séminaires à l'Académie des arts de cette ville, à l'Académie supérieure de musique de Rostock, à l'Opéra d'État de Berlin, à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel de Paris, à l'Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg, de Tokyo et de Rio de Janeiro, sans oublier Bayreuth. Philippe Olivier a exercé des fonctions professionnelles à Radio France, à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et au cabinet du maire de Strasbourg, où il fut en charge de la culture et de l'enseignement supérieur. Inutile de rappeler que Philippe Olivier est le biographe de Jean Call. Philippe, vous avez la parole. Merci. Carol Reich m'a proposé de tenter, je dis bien de tenter, de répondre aujourd'hui à une question pour le moins embarrassante et complexe. J'ai donc commencé à réfléchir à la présente communication en mai dernier, alors que l'on craignait en Allemagne la progression électorale de l'AfD, un parti fasciste, progression, hélas, confirmée récemment. Dorénavant, une partie de l'Allemagne est en proie à ces vieux démons. Plus le temps passe, merci, plus le temps passe, plus il sera facile à certains de nier les ravages de la catastrophe majeure du XXe siècle. Je parle évidemment par tautologie de la Shoah. La Shoah aura marqué la fin d'une Europe dont les élites avaient un niveau intellectuel et une acuité d'esprit restés inégalés depuis. On le constate quand on observe l'inquiétante médiocrité des soi-disant élites, entre guillemets, politiques actuelles. J'ai aussi été frappé, au mois de mai dernier, devant le discours tenu à Vienne, lors d'une cérémonie, par l'historien américain Timothy Snyder. En voici un extrait pivot. L'Holocauste appartient à une très grande partie des empires européens. Quand bien même Hannah Arendt ou Aimé Césaire l'avaient déjà déclaré. Autrement dit, toute contestation de la Shoah doit, plus que jamais, être dénoncée par la tolérance zéro. Cette nécessité absolue vient de la raréfaction des survivants. Un tel mot recouvre une terrible précarité, une dimension tragique. La raréfaction a débuté après les événements libérateurs de 1945. Des vies se sont alors déjà achevées parce que celles et ceux qui en étaient les détenteurs n'avaient plus la force physique et ou psychique de rester au nombre des vivants. Dans le domaine de la musique, la chute du mur de Berlin et l'écroulement de la République démocratique allemande, fin 1989, n'ont pas généré que des survivants. Malgré son catalogue de plus de 600 œuvres, le compositeur est-berlinois Rainer Bredemeier, dont nous serions ravis de voir maintenant l'effigie sur l'écran, et nous continuons encore, voilà, va se laisser mourir en 1995. Il est totalement oublié aujourd'hui. Ceux qui écrivent l'histoire de la vie musicale en RDA recherchent, transmettent et publient désormais sans son aide. J'ai commencé à rédiger cette communication lors du dernier festival de Bayreuth.
cette petite ville du nord de la Bavière, vers laquelle converge chaque été la crème mondiale des mélomanes, a été l'un des pires sanctuaires du nazisme. On voit désormais dans les jardins entourant le palais du festival de Bayreuth une vingtaine de larges panneaux didactiques. Chacun d'entre eux raconte l'histoire d'une cantatrice, d'un chanteur, d'un chef d'orchestre, d'un chorégraphe, ayant été empêchés du jour au lendemain de se produire sur la scène de Bayreuth, comme ailleurs, parce que Hitler n'en voulait pas, à cause de leur appartenance au judaïsme, de leur homosexualité ou de leurs opinions politiques. Tel fut le cas du violoncelliste Francesco von Mendelssohn, que nous allons voir maintenant. À gauche, sur cette photo, un descendant du compositeur Félix Mendelssohn. Si cette initiative de la direction du festival de Bayreuth, donc mettre ces panneaux didactiques dans les jardins du festival, est tout à fait judicieuse, elle n'en vient pas moins trop tard. On aurait aimé, depuis longtemps, que l'on donne la parole à des survivants, et ceci, même si cela peut provoquer, sur la scène même du festival, en présence des 1200 auditeurs que peut accueillir cette salle. Et ça aurait été formidable aussi qu'on donne de la musique de Kurt Weill, qui lui aussi a dû s'enfuir. Alors, puisqu'il est question de Kurt Weill, comme je sais que vous aimez la musique, et comme votre présidente a formulé une demande tout à fait claire en la matière, nous allons écouter ensemble un premier extrait musical cet après-midi. Il s'agit du Cowboy Song, qui est la première chanson que Kurt Weill a écrite lorsqu'il est arrivé aux États-Unis avec sa compagne Lotte Lenya. Maître, on n'est pas vraiment dans le jazz, mais on n'en est pas loin, puisqu'on sait l'attachement que Kurt Weill et tous ceux qui l'entouraient avaient pour le jazz. Oh, wasn't that a foolish thing for a man that is supposed to part? And the riding fellow to clip his wing just because he'd lost his heart. But the prettiest girl I ever did see, she promised to be my wife. But she swore before she'd marry me, I must quit the cowboy's life. Oh, the Rio Grande, where the wind blows free, and the sun shines so clear and bright, where the trail is long, oh, the white prairie, and the cowboy travels light. Well, it's sand and boots, in sun and rain, and the rain and watch us ride up along the canyon and over the plains. Myself and my horse are one the same, and one shadow was beside. Oh, life was tight, but it happened so. A rodeo came one day. I took my girl to see the show. There stood my little bay. I jumped in the sand and grabbed the horn and the yelled to all around. I'm the best and cowpuncher ever was born, and for Texas I am bound. Oh, the Rio Grande, where the wind blows free, and the sun shines so clear and bright, where the trail is long, oh, the white prairie, and the cowboy travels light. Well, it's sand and boots, it's sun and rain, and the wind and watch us ride up into the canyon and over the plains. Myself in the horse, I'm one and the same, and my girl rides at my side. Quelle année? Quelle année? 34. Il s'agit, comme vous l'avez remarqué, d'un enregistrement récent qui a été fait avec l'ensemble moderne de Francfort sous la direction du compositeur autrichien Karl-Heinz Gruber. Et ce qui est très particulier dans ce que nous venons d'écouter, c'est que non seulement Karl-Heinz Gruber dirige l'ensemble moderne, mais c'est lui qui chante. Alors, si nous pouvions maintenant voir passer sur l'écran l'effigie de Kurt Weill en compagnie de Lotte Lenya, nous en serions ravis, formidable.
et nous continuons notre parcours. Non, c'est parfait, c'est très bien, c'est impeccable, c'est parfait, nous avons le temps, tout va bien. Donc, comme tout va bien, faut-il désormais, en réponse à la question « Comment parler de la Shoah une fois les derniers témoins disparus ?» rétorquer par la prostration, tomber dans le désarroi, contempler une boîte à outils sans être capable de les utiliser. Faut-il avoir confiance en l'éminente yiddishiste Rachel Hertel, qui apparaît maintenant sur l'écran, quand elle affirme, je la cite, « La création littéraire, poétique, picturale, musicale, la culture, en somme, se transmettra d'une manière ou d'une autre par des canaux que nous ne pouvons même pas envisager maintenant. » Fin de la citation. Faut-il, au contraire, se contenter de visiter l'un des temples silencieux qu'est la prestigieuse édition de la Pléiade, où Romain Gary, que nous voyons maintenant également, est entré cette année. Enfin. Mais il y est entré, c'est le principal. Je voudrais aborder maintenant un souvenir, et ce souvenir se distingue, je pense, par une valeur relative non négligeable. La scène se déroule le 11 avril dernier à la résidence de l'ambassadeur de France en Allemagne. Madame Anne-Marie Descôtes, notre représentante auprès du gouvernement de la République fédérale, a convié une cinquantaine de personnes pour un débat fermé intitulé « Regards croisés sur les lieux de mémoire, les cultures mémorielles mises au défi ». Sont présents les directrices et les directeurs des musées des camps de Mauthausen, d'Emil, de Sachsenhausen et de Ravensbrück. La moyenne d'âge parmi le public est supérieure à 60 ans. Ce que je dis est une observation, ce n'est pas une critique. Mais se trouvent pourtant installés devant moi deux adolescents français. Ils écoutent poliment, puis ils se mettent à chuchoter. Qu'est-ce qu'ils racontent? On n'y comprend rien. Comme la plupart des membres de leur tranche d'âge, ces jeunes ignorent presque tout d'un monde qui leur paraît très ancien. L'abîme entre ces adolescents, nos adolescents et les générations précédentes s'accroît toujours plus. Ils restent entre eux, leurs parents restent entre eux, les seniors restent entre eux, et le phénomène de l'entre-soi, de plus en plus répandu, ne contribue pas à ce que la transmission, sujet d'une importance vitale, devant être abordé durant la table ronde de cet après-midi, soit traître. Parmi nombre de cellules familiales, la culture orale est en voie de disparition. Ce constat vaut pour tous, et en particulier pour le monde juif. Or, depuis 5 millénaires, la culture juive est aussi en grande partie une culture de la parole. On l'a constaté le 1er mai dernier, quand 4 générations, nous passons à la photo suivante, merci, appartenant aux familles de Nicole et de Jean Kahn, se sont réunies pour la pose de Stolperstein. Je veux également, puisqu'il est question d'entre-soi, évoquer une autre manifestation organisée en février dernier par la représentation diplomatique française en Allemagne. L'ambassadrice Descôtes présidait un atelier dont le thème était le suivant: Art spolié du fait du national-socialisme, recherche de provenance et pratique de restitution en France et en Allemagne. S'il tombe sous le sens que, tout en étant lié de près aux spoliations que l'on sait, l'atelier en question concerne des sphères relativement limitées, celles des ayants droit, des experts, des conservateurs de musées, des historiens et des marchés d'art, sa publicité auprès d'un large public pourrait, si elle avait été entreprise, susciter des réactions négatives, voire destructrices. On en a pris cette dernière semaine la mesure en lisant les commentaires relatifs à l'affaire des 3 tableaux d'André Dera, l'un d'eux apparaissant sur cet écran, vendus sous la contrainte pendant l'occupation,
par un marchand d'art juif, René Gimpel, à des musées publics français, lesquels musées publics français refusent aujourd'hui de les restituer aux petits-enfants du marchand d'art. Et on sait que les tribunaux, en tout cas en première instance, ont récemment donné tort aux ayants droit de René Gimpel. Or, on sait bien que durant l'occupation, l'hôtel Drouot fut un véritable salon franco-nazi. Vous revenez en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Un peintre dévoyé que nous voyons ici, un peintre d'origine strasbourgeoise, Lucien Adrion, servit d'intermédiaire entre les représentants de l'Allemagne et des marchands comme Paul Petrides, un individu de sinistre mémoire. Adrion passa les années noires à Bièvre, une commune de l'Essonne, d'où il put mener ses affaires en toute tranquillité. Les témoins de ces agissements sans scrupules ont disparu, mais s'ils avaient parlé, leurs déclarations auraient sûrement évité que les musées de la ville de Strasbourg lui consacrent en 1955 une exposition rétrospective. L'annonce d'une pareille manifestation susciterait aujourd'hui un scandale. En tout cas, la notice consacrée à Lucien Adrion dans le nouveau dictionnaire de biographie alsacienne ne fait pas état de ses activités entre guillemets durant la Seconde Guerre mondiale. Les chercheurs sont bredouilles, plus de témoins, plus de survivants pour parler avec eux. Les œuvres et objets spoliés, notamment des pianos à queue ou des instruments à cordes de grande valeur, partaient pour Berlin sans bénéficier de l'autorisation de sortie du territoire, normalement délivrée dans un tel contexte. On ne saurait oublier ces transgressions, ces coups de couteau dans la réglementation, quand bien même a été constitué le 1er janvier de cette année, à l'initiative des services du Premier ministre, un réseau des commissions européennes pour la restitution des œuvres spoliées. Il a permis, en juillet dernier, que le fils d'un officier de la Luftwaffe remette à l'ambassadrice de France en Allemagne une toile de Nicolas Rousseau, prise de manière arbitraire et non onéreuse à son propriétaire pendant l'occupation. Je n'ai pas à conserver ce qui appartient à d'autres, a déclaré le monsieur que nous voyons à droite sur la photo, qui est le descendant de ce soldat. Voilà un homme respectable qui n'est pas dans la dénégation ni dans la conservation de la mainmise sur la propriété d'autrui. Je n'ai pas à conserver ce qui appartient à d'autres. Et nous voyons, avec le sourire de la femme très élégante qu'est notre ambassadrice en Allemagne, à quel point ici la morale est là. Peut-être qu'il est là, moderne. Ça, c'est une autre affaire. Nous passons à la diapositive. Bon. Non, c'est la Voici quelques mois, l'ancien hôtel de ville de Lutherstadt-Wittenberg, que nous voyons ici, cité située au sud de Berlin, était le cadre d'une exposition consacrée au judaïsme en Allemagne depuis 1945. J'ai eu beau chercher, vérifier, chercher à nouveau en visitant cette exposition, je n'ai absolument rien trouvé sur le judaïsme en RDA, pays auquel appartenait Lutherstadt-Wittenberg, comme s'il n'y avait jamais eu de rabbin et de synagogue. Pourtant, les rues de cette ville sont parcourues par des gens ayant vu, jusqu'à l'automne 1989, combien les Juifs étaient discriminés en RDA. Ils sont par principe des témoins, mais ils ne sont manifestement pas disposés à parler à cause de l'escapisme qui les caractérise. Ils préfèrent répéter qu'en 1989, justement, la République fédérale, tant détestée, avait dans sa population globale 6 millions d'individus toujours favorables à Hitler. On connaît la technique. On accable les voisins, on leur verse sur la tête la boue dont on est maculé soi-même, au lieu de répondre aux questions des chercheurs. Peut-être aurait-il fallu envoyer chez les ci-devant ressortissants de la RDA
le grand écrivain autrichien Thomas Bernhard, il aurait sûrement remis les pendules à l'heure. En tout cas, une partie des populations originaires de la RDA continue à croire fermement aujourd'hui, en 2019, que les Juifs d'Europe orientale auraient, juste après la Première Guerre mondiale, été placés très en dessous du peuple allemand en matière biologique et culturelle. Dans un contexte pareil, comment rechercher, transmettre, comment publier sans l'aide des survivants? On distinguera pour les chercheurs, et dans la situation actuelle, 3 types de rencontres. Il y a, bien sûr, et je le dis par théorie, les rencontres qui sont impossibles, celles avec des individus n'étant plus de ce monde. C'est grand. Citons parmi ces individus l'écrivain Heinrich Mann, le frère de Thomas Mann, le compositeur Arnold Schoenberg, que vous voyez ici au pupitre, avec une photo très rare, ou encore le chef d'orchestre Otto Klemperer. L'alter ego de Klemperer était sa fille, Lotte, que nous voyons maintenant à la gauche de son père, c'est-à-dire à droite sur la photo. Lotte, abréviation, diminutif utilisé pour désigner Charlotte, donc Charlotte. Charlotte, Lotte Klemperer, que j'ai eu l'immense privilège de connaître, puisque j'ai pu dialoguer longuement 2 fois avec elle durant les dernières années de son existence. La rencontre avec Lotte Klemperer rentre justement parmi la catégorie des rencontres insuffisantes. Elle m'a laissé sur une faim inextinguible. La 3e catégorie se rapporte à ce que je pourrais appeler des rencontres pleines. J'aurais eu la grâce de questionner Noria Schoenberg-Nono, qui est la fille d'Arnold Schoenberg et la veuve de Luigi Nono, et que nous voyons ici aux côtés d'un Pierre Boulez très fatigué durant les dernières années de son existence. Je pourrais encore citer et faire référence à un débat à Paris en 2008 avec Barbara Schönberg-Zeisel, la belle-fille, la belle-fille du compositeur de Moïse et Anne. Tout comme évoquer la traduction française d'écrits du célèbre pianiste autrichien Paul Badura-Skoda, réalisé par mes soins directement en la compagnie et sous la direction de Paul, mon ami Paul, qui est un homme exceptionnel. Avant de continuer justement sur les moyens, sur les voies et moyens grâce auxquels on peut continuer aujourd'hui à transmettre, à diffuser et aussi à enseigner, puisque l'enseignement va apparaître, je vous propose que nous marquions une 2e pause musicale. Et nous allons pour cela écouter une page de Dmitri Shostakovich. Il s'agit d'une des pièces qui constitue son cycle de la poésie populaire juive, opus 79, mais nous entendrons cette pièce dans un arrangement. Donc nous ne l'entendrons pas dans sa version originale, qui est pour chant et piano. Nous allons l'entendre dans un arrangement pour violoncelle et piano.
Alors, justement, comment trouver entre l'entre-soi et les multitudes les chemins de la transmission et de la publication? Je voudrais d'abord demander de manière insistante à nos jeunes collègues d'intensifier de plus en plus leur travail auprès des survivants. Nous avons perdu énormément de temps ces dernières décennies. Je regrette amèrement devant vous aujourd'hui mes insuffisances quant au milieu des années 80, au micro de France Musique. Je n'interrogeais pas, comme j'aurais dû le faire, les survivants de la Shoah, alors à l'œuvre dans le monde culturel. Par exemple, le compositeur Maurice Ohana, auquel j'ai sur cette photo l'honneur de tenir compagnie. Maurice Ohana, issu de la planète séfarade marocaine. Le compositeur Gheorghi Ligeti, dont la famille avait disparu dans l'enfer destiné aux Juifs hongrois par le nazisme. Les chefs d'orchestre Georg Scholti et aussi Erich Leinsdorf. Ancien assistant d'Arturo Toscanini, le même Leinsdorf avait réussi à émigrer aux États-Unis grâce à la protection précisément d'Arturo Toscanini. Leinsdorf, dont il avait été question avant que les événements prennent la tournure que l'on sait, qu'il dirige, c'était très tôt dans sa vie, à la fin de la République de Weimar, un jour au festival de Bayreuth. Et si je reviens sur Bayreuth, c'est parce que dès 1876, je dis bien 1876, l'année de l'ouverture du festival de Bayreuth, et jusqu'à l'été 1944, l'heure où débute le crépuscule des faux dieux, la politique de ses dirigeants aura consisté à en éloigner par tous les moyens possibles les artistes juifs. Nous connaissons depuis peu, je dis bien depuis peu, les noms des souffleurs chassés de Bayreuth sans être documentés convenablement sur leur sort. Ceux qui échappèrent au camp d'extermination partirent qui pour l'Australie, qui pour l'Amérique latine ou la Palestine mandataire, et très souvent leurs traces se perdent par manque de témoignages. Par contre, j'ai eu, comme d'autres, la possibilité de dialoguer avec l'une des membres de l'orchestre féminin des détenus d'Auschwitz, la violoniste Violette Jacquet-Zilberstein. Elle avait appartenu à cette formation, dont la directrice musicale n'était autre qu'Alma Rosé, la propre nièce de Gustav Mahler. Dotée d'un caractère liant, Violette Jacquet-Zilberstein racontait. Alors qu'elle n'était pas historienne, elle savait disperser les équivoques, déconstruire les légendes édifiées par plusieurs de ses compagnes de malheur et faire la part des choses. Comment, dans un autre domaine, aurais-je pu opérer 5 années durant, période durant laquelle j'aurais préparé la biographie de Jean Kahn, en me tenant uniquement à des pièces écrites? La richesse des investigations auxquelles j'ai eu le bonheur de me livrer tient à la capacité que j'ai eue de m'entretenir avec 72 personnes appartenant à des milieux et à des univers professionnels très variés. Comment procéderont nos successeurs? N'auront-ils pas d'autre choix que des sources écrites? Le recours au témoignage oral est, de mon point de vue, vital. Les procès de Nuremberg et celui d'Adolf Eichmann l'ont montré. Le récit verbal est d'autant plus indispensable que nous sommes exposés aujourd'hui à un déferlement de théories conspirationnistes. Le temps est de nouveau là où certains voient de manière délirante, comme Louis-Ferdinand Céline, je le cite,
l'accaparement par la youtrerie de tous les ressorts, de tous les leviers et de toutes les commandes du monde. Vous me rétorquerez que les entretiens avec des survivants filmés pour la fondation Steven Spielberg existent, bien entendu. Mais il y aura toujours des individus pervers pour en contester la véracité. Ils s'empareront à cet effet de boîtes à outils, de dépôts d'armes symboliques où chacun peut se servir. Ils utiliseront l'arsenal du mensonge et de la désinformation. Il serait bon, en particulier pour la propagation de la manifestation de la vérité, que l'Église catholique, par exemple, avoue plus clairement qu'auparavant, et plus clairement que jamais, par la voix de ses doyens d'âge, le rôle détestable qu'elle a joué en matière d'antisémitisme avant et durant l'Holocauste. Je ne parle pas seulement, évidemment, de Pie XII. Je songe au rôle très dangereux de certains théologiens, tels Monseigneur Ernest Jouin, un prélat français réactionnaire, mort en 1932. Je me souviendrai toujours de ce que racontait Jean Kahn au sujet du Carmel d'Auschwitz, après que ses occupantes aient accepté de déménager du premier lieu dans lequel elles vivaient. Jean Kahn était parvenu en 1992 à ce que les autorités catholiques obtiennent un prêt pour la construction d'un nouveau Carmel. Pourtant, personne ne l'en remercia. Ce silence assourdissant se transforma en tumulte, à juste titre, quand Jean Kahn dit au père Jean Dujardin, secrétaire du comité épiscopal français pour le dialogue avec le judaïsme, son fait. Il n'était jamais venu à l'esprit de cet ecclésiastique, ni de la prélature, de remercier Jean Kahn d'avoir fortement contribué à l'ouverture d'une ligne de crédit bancaire de 300 000 $ et d'un don de 50 000 $. Qui, à l'avenir, pourra traiter d'une telle affaire si ce ne sont que les historiens? Interrogation récurrente. Comment allons-nous maintenant procéder pour la structuration du documentaire télévisé qui sera, à l'avenir, consacré à Jean Kahn? Il serait profitable d'interroger les générations ayant suivi celle de Jean Kahn, les générations de ses enfants et de ses petits-enfants, les nouvelles générations de ses nouveaux admirateurs, tel un étudiant qui entreprend actuellement un doctorat consacré au rapport entre Jean Kahn et les institutions européennes. Les témoignages permettront en outre de couper court aux falsifications et aux mensonges. Un exemple parmi une profusion de mensonges. Le racisme hitlérien découle, ne l'oublions jamais, des idées nées en France au XIXe siècle, durant les dernières décennies du XIXe siècle, et tout au début du siècle suivant. En 1910, Léon Daudet, je dis bien Léon Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, pas d'Alphonse Daudet, Léon Daudet écrivait dans le périodique de l'Action française que la comédie française était devenue, je le cite, selon lui, un conservatoire de circoncis. Affirmation totalement fausse. Durant les années 1930, les eugénistes préconisèrent la stérilisation des hommes juifs en état de procréer, et je fais ici référence aux eugénistes français, et ils réclamèrent aussi de pouvoir procéder à des starifications sur le nez des femmes juives dans le but de les identifier. Tout cela en France. Et puisque il est question des années 1930, nous allons faire ensemble une dernière pause musicale. Les années 1930, la guerre d'Espagne, nous allons écouter une composition qui n'est pas de Monseigneur Jouin, mais de Carlos Palacio, que nous verrons tout à l'heure, qui s'intitule Las Compañías de Acero, c'est-à-dire les compagnies de fer. C'est une chanson de combat de la guerre d'Espagne, interprétée ici par Ernst Busch. Las compañías de acero cantando a la lucha van, su fuerza es mucha y van a la lucha por la libertad. Las compañías de acero cantando a la lucha van, las compañías de acero
nel mondo intero, pues ante el plomo que tero, y que al mundo sin muero, físicos se salvarán, físicos se salvarán. Las compañías de acero cantando a la lucha van, su temple duro, seguro y valiente, el ademán. Las compañías de acero cantando a la lucha van, las compañías de acero, formadas de acero, están preparadas. Alors, comment rechercher, transmettre, publier sans l'aide des survivants? Que vous arrive-t-il? Je vois que c'est cette musique vigoureuse qui vous amène à proférer des injonctions. Alors, comment rechercher, transmettre, publier sans l'aide des survivants? Inversons ces verbes. Donc, publier d'abord. Une telle activité ne pose pas en soi de problème particulier. Il faudra cependant inventer progressivement, mais il faut que je mange le micro. Ils n'entendent pas. Le son qui est tiré. Bon. Ouais, il faut augmenter le son. Inventer, ça vous convient? Eh bien, j'en suis ravi. Il faudra cependant inventer progressivement des supports nouveaux, comme le suggère Rachel Hertel, que j'ai cité tout à l'heure, dans la mesure aussi où la chaîne économique du livre connaît aujourd'hui des métamorphoses inouïes. Transmettre, bien sûr, grâce à l'image fixe et à l'image animée. Dorénavant, le travail avec des documents photographiques sera plus que jamais de rigueur. Il convient que les descendants des témoins, autant que les collectionneurs, permettent la reproduction et la diffusion de leur trésor iconographique. Un événement local aussi important que la venue à Strasbourg en 1973 de Golda Meir, dans cette maison d'ailleurs, que nous voyons ici en compagnie de Jean Kahn, n'a pas été exclusivement documenté par des photographes professionnels. Nombre de personnes présentes lors de ces grandes heures étaient venues avec leur Leica ou leur Kodak. Comme tout un chacun est maintenant en état de filmer et d'enregistrer un entretien, il importe de le faire avec les témoins chaque fois qu'on s'en présente l'occasion. Et cela a été fait tout à l'heure, en particulier quand Maître Zilberstein a pris la parole. Cette activité, donc, n'est pas uniquement réservée aux maisons de production. Francine Mayran l'a récemment montré avec un film consacré à Henriette Cohen, la dernière rescapée française d'Auschwitz, décédée peu avant son 102e anniversaire. Non seulement sa présence réelle est attestée, mais on entend sa voix. Or, la voix est l'instrument absolu de la théophanie, c'est-à-dire la manifestation de la présence divine. Que l'on songe à la prière des prières du judaïsme, le schéma Israël, écoute Israël. Je voudrais pour en finir me consacrer à un distique bien connu et pour cause dans le monde universitaire. Il s'agit du terme d'enseignant, trait d'union, chercheur. Il ne saurait y avoir de recherche sans transmission, donc sans divulgation, sans enseignement, quelles qu'en soient les formes. C'est d'ailleurs un des apports majeurs du judaïsme à l'humanité. Les mots de chercheur et d'enseignant sont inséparables. L'enseignant doit prendre en compte la mémoire dans nombre de domaines. Les sciences économiques peuvent, par exemple, aborder l'histoire des zones industrielles du Levant, où aujourd'hui, Israéliens et Palestiniens travaillent ensemble. Ce projet, celui d'une réussite exceptionnelle, est signé de l'entrepreneur Steff Wertheimer, que vous voyez ici. Steff Wertheimer est né en 1926 dans l'Ortenau, c'est-à-dire pas très loin d'ici.
Arrivé en Palestine mandataire en 1937, il avait 11 ans, il appartient aux témoins d'une époque tragique, mais s'il n'avait pas été un survivant, il n'aurait pas pu parvenir au moindre accomplissement et donc il n'aurait pas pu fonder ces zones industrielles. Il est évident que l'étude dans le domaine des sciences économiques de la manière dont fonctionnent en Israël ces zones industrielles doit être précédée par une information claire et fondamentale selon laquelle, si un entrepreneur tel que lui n'avait pas eu la vie sauve, eh bien, son activité n'aurait pas pu exister. Le 15 novembre prochain sera célébré à Paris le 20e anniversaire de la structure étatique nommée Commission d'indemnisation des victimes des spoliations, intervenue du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation, en abrégé CIVS. Jean Kahn, vous le savez, en fut l'un des fondateurs. Cette commémoration prendra la forme d'un colloque au cours duquel sera traité le thème suivant: comment recomposer les histoires familiales ? Point d'interrogation. Voici également un sujet dont les ramifications pluridisciplinaires sont évidentes et dès lors propres à être traitées notamment à l'université. Un dernier exemple de ce qui devrait être entrepris: on imagine mal, en tout cas de mon point de vue, les futurs germanistes et slavistes de haut niveau ignorer, comme d'ailleurs les hébraïsants, ignorer tout du yiddish et de l'exceptionnelle culture qu'il aura apporté. Ainsi, les milieux yiddishophones des États-Unis avaient-ils beaucoup débattu vers 1900, notamment grâce à la revue mensuelle new-yorkaise Die Freie Gesellschaft, d'innombrables sujets de société. Mon propos se termine. Le souvenir de l'Holocauste, la mémoire des 890 juifs strasbourgeois déportés relève de l'histoire, non du mythe. Il en va de même si l'on songe à la modification immédiate de l'espace urbain hors des murs qui nous entourent. Le 27 septembre, la station de tram Parc des Comtades deviendra Parc des Comtades, trait d'union, Jean Kahn. La place devant le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui se nommera aussi place Jean Kahn. Elle sera un vivant témoignage, au même titre que la très récente tournée mondiale effectuée par l'Orchestre Philharmonique d'Israël sous la direction de Zubin Mehta. Cette phalange glorieuse est là afin de témoigner au nom de celles et de ceux qui ne sont plus parmi nous pour le faire. Cet orchestre exceptionnel est né sous la baguette d'Arturo Toscanini le 26 décembre 1936 en Palestine mandataire, grâce à des instrumentistes que les persécutions fascistes avaient conduit à fuir l'Europe. Assister à ces concerts revient donc à écouter une multitude de voix étouffées. J'ai eu le privilège, lundi soir, à Berlin, d'assister à un concert historique de cet orchestre, précisément sous la direction de Zubin Mehta. Ayant la faiblesse d'aller à l'opéra et au concert depuis 1966 et d'avoir entendu quelques artistes d'une certaine importance, j'ai entendu lundi soir le plus grand concert de ma vie, comme j'ai entendu en 1985 le plus grand récital de piano de ma vie avec Vladimir Horowitz au Théâtre des Champs-Élysées. Ces concerts, nous terminons par la musique, sont évidemment une forme de témoignage métaphorique, puisqu'il est bien évident que l'Orchestre Philharmonique d'Israël, qui se trouve sur la scène de la Philharmonie de Berlin, devant un public aujourd'hui en grande partie allemand, mais international, mais en grande partie allemand, est là pour témoigner, pour dire cette force et cette permanence, et pour dire, et comme nous tous, j'ai été très touché tout à l'heure d'entendre Maître Zilberstein parler de la question de la culture, pour dire que la culture, c'est une nécessité vitale qui est beaucoup plus forte que toutes les préoccupations du mercantilisme
actuelle. C'est donc sur ces considérations larges, beaucoup plus larges tout d'un coup, que j'achève mon propos et que je vous remercie pour votre très charmante attention. Des questions venant de la salle? Combien de musiciens de génie juifs n'aurons-nous pas connus, et pas seulement musiciens, à cause de l'Holocauste? Alors c'est une boutade, donc une question. Oh, Statistiquement, c'est une très bonne question. Je vais essayer de répondre de la façon la plus schématique possible, puisque nous sommes en face d'un phénomène d'une envergure insoupçonnée et en face d'un phénomène, j'insiste, d'une envergure insoupçonnée. Le fait que des musiciens, des compositeurs aient disparu dans les conditions que l'on sait doit d'abord inciter les chercheurs et les experts à faire preuve de discernement et de grande prudence quand il leur arrive de découvrir des œuvres de ces compositeurs. Je veux dire par cela que parmi tous ces malheureux, il n'y avait pas que des Schoenberg ou que des compositeurs de cette envergure. C'est un truisme, mais encore faut-il le dire. Bon. Nous connaissons, enfin par les travaux qui sont faits par mon collègue français Amaury Duclosel, le chef d'orchestre, avec lequel je collabore fréquemment, nous connaissons, enfin nous avons identifié environ 1000 compositeurs. Bon. Mais une fois que nous avons identifié 1000 compositeurs, il faut que nous ayons des partitions. Alors quand nous savons, par les informations dont nous disposons, que tel ou tel compositeur était très prometteur, qu'il avait été encouragé par de très grandes personnalités, nous nous mettons évidemment à la chasse aux partitions, puisqu'il faut trouver des partitions, il faut les lire pour avoir une évaluation de la qualité de ce qui est fait. C'est exactement comme un manuscrit dans le domaine de l'édition. Et là, eh bien, nous avons parfois des difficultés, nous sommes parfois confrontés à des itinéraires rocambolesques pour réussir à retrouver 10 ou 15 minutes de musique. Par contre, là où nous sommes beaucoup plus sûrs et où nous avons une certaine tendance à affirmer, c'est qu'il y a eu parmi ces compositeurs, par exemple je pense notamment à Karol Rathaus, qui a été un élève de Schoenberg, nous avons parmi ces compositeurs des artistes qui se caractérisaient par un potentiel énorme, mais dont la vie a été tragiquement interrompue. Il est évident aussi que, et j'apporte ici un élément qui est usuel en la matière quand on s'intéresse à ces questions, il est évident que les compositeurs tchèques qui ont été enfermés à Terezín, en tchèque, ou à Theresienstadt, si vous préférez, en allemand, avaient parmi eux des gens comme Victor Ullmann, par exemple, ou bien comme Hans Krasa, l'auteur de l'opéra pour les enfants qui s'intitule Bruntibar. Il est évident que ces compositeurs étaient considérés à la fin des années 30 et de façon internationale, parce qu'ils étaient joués dans toute l'Europe, dans les grands festivals de musique contemporaine, ils étaient considérés comme la crème de la crème à venir de la musique tchèque. Il est bien évident que s'ils avaient vécu, s'ils avaient pu continuer à produire, ils auraient suscité des œuvres très importantes, voire même peut-être des chefs-d'œuvre. Et il faut simultanément penser face à cela que si ces artistes n'étaient pas morts dans ces conditions, l'histoire de la musique
la perception du déroulement esthétique et historique de la musique telle que nous l'avons aujourd'hui ne serait pas la même que celle dont nous disposons présentement. Alors là, je parle de la musique dite savante, mais c'est valable aussi, bien sûr, pour la musique de variété, pour la musique de danse, aussi pour certains artistes de jazz, considérant qu'en ce qui concerne le jazz avait été partiellement interdit en Allemagne sous la République de Weimar. Je dis bien sous la République de Weimar, puisque c'est sous la République de Weimar que la classe de jazz du Conservatoire de Francfort avait été fermée par les autorités, parce qu'on considérait qu'enseigner le jazz équivalait à s'orienter vers des troubles à l'ordre public. Et c'est donc avant 1933 que le jazz était déjà diabolisé dans une partie de l'Allemagne et aussi en Autriche. Alors ce sont évidemment des sujets qui sont... Notre grand-mère a écrit pendant... Vous suivez des informations sur le résultat des élections? Voilà donc ce qu'on peut dire en quelques mots, mais enfin le sujet est immense. Je pense aussi aux enfants. Vous pensez aux enfants qui étudient la musique? Non, aux enfants qui sont morts. Combien de génies? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, mais enfin, pour terminer sur la question de futurs... Pour terminer donc sur tout cela, avant que nos collègues continuent, il est bien évident que, le point que vous soulevez est un point, hélas, très intéressant, qui mériterait d'être travaillé de façon scientifique. Il est bien évident que tout ce que l'on appelle les Wunderkinder, les petits prodiges, les moutons à 5 pattes, malheureusement, parmi ces enfants qui sont partis et qui ne sont jamais revenus, il y en avait forcément. Et ça c'est un travail à faire. Et, je le dis comme ça, l'une ou l'autre qui cherche un sujet intéressant de doctorat pourrait se consacrer à ce sujet. Voilà. Bravo encore. Merci.